Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Foilier. Ce qui est terrible avec cette société-là, c'est que, quelles que soient les catastrophes qui nous tombent dessus, on n'est jamais certain en fait qu'on ait échappé au pire ou que le pire soit réellement derrière nous. Et on a beau être en 2022, on peut se lever un matin, c'était hier en l'occurrence, on s'est tous levés avec ça, avec pour information que les États-Unis seraient prêts à revenir en arrière sur une loi anti-avortement. Alors évidemment, quand j'ai lu ça, je l'ai lu avec beaucoup de précautions. Je me suis dit que c'était vraiment probablement pas possible, que c'était très certainement fake, que c'était sûrement des rumeurs. Et puis en fait, on rentre dans le vif du sujet, puis non, hein, c'est pas du tout. C'est assez concret en fait ce qui est en train de se passer. J'ai fait 2-3 recherches assez simples, hein, rien de bien compliqué. Et on découvre quand même des trucs assez inquiétants. Bon, pour commencer, qu'est-ce qui se passe? Il y a un site américain qui s'appelle Politico qui a fait fuiter un document officiel qui n'est pas encore sous sa forme finale, mais qui est un document très officiel qui met la Cour suprême dans l'embarras. Un document qui révèle quoi? Qui révèle qu'en fait, ils veulent revenir sur la formulation d'une loi de 73 qui permettait de laisser tous les États libres d'interdire ou... Non, au contraire, c'est tout l'inverse, qui imposait une autorisation à l'avortement sur tout le territoire américain. Et en abrogeant ce texte de loi de 73, ça pourrait permettre aux États de choisir s'ils souhaitent interdire ou autoriser l'avortement, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. C'est assez difficile à croire. Hein. Le droit à l'avortement est soutenu par une majorité de la population américaine, encore heureux, il est garanti dans l'ensemble du pays par l'arrêt de 73. Voilà, c'est ça qu'ils veulent abroger. Donc cette loi, elle s'appelle la loi Roe versus Wade. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un truc du 22 janvier 73 qui accorde à toutes les Américaines le droit d'avorter partout dans le pays. Donc il ne peut pas y avoir de refus d'un avortement, quel que soit l'état dans lequel vous êtes, y compris si c'est un des états les plus misogynes, conservateurs, quoi. Un droit que la plus haute juridiction du pays s'apprête à remettre en question selon un projet de décision publié par Politico. C'est dans le Connecticut que la première loi sur l'interruption, blabla, ça c'est un petit historique. Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire ça? Oui, ils ont tout à fait la possibilité de faire ça. Il va falloir évidemment qu'ils se heurtent au bruit et à la fureur des militantes américaines et j'espère également des militants pro-féministes, puisque visiblement les hommes sont des pro-féministes convaincus. Là on vous regarde les gars. Là c'est le moment pour vous de montrer ce dont vous êtes capable. Et puis tout simplement des personnes de bon sens, quoi. Parce qu'on peut pas interdire l'IVG. Une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est parce que tout ce qui se produit aux États-Unis finit par se produire en France. On a un petit décalage de quelques mois, quelques années avec eux. Mais les propos anti-IVG, ça fait un moment que je voulais en parler en France, ça fait un moment que je voulais en parler parce qu'ils sont relayés par la presse, parfois ils sont défendus par certaines presses, surtout de droite. Et les propos anti-IVG, on sait qu'ils sont assez graves en France et que ce sont des idées qui reprennent du terrain. Je ne sais pas pourquoi, il y a une sorte de retour à des pensées un peu judéo-chrétiennes sur la vie, on va en parler un petit peu après, sur le côté sacré de la vie. Ces idées qui reprennent de la force en France et je ne comprends pas très bien pourquoi. Et je trouve que c'est assez inquiétant et il faut qu'on soit très attentif à tout ce qui pourrait, en France, d'autant que ça existe également en Europe, hein, les restrictions d'accès des droits à l'IVG. On a vu qu'il y avait des lois qui sont terribles, qui sont votées en Espagne, qui sont votées en Pologne, etc. Donc il n'y a pas de raison d'imaginer que ça ne touchera pas. Et il faut qu'on soit attentif. Faut vraiment qu'on soit attentif. Il faut que les hommes là qui regardent cette vidéo, c'est à vous que je m'adresse parce que toutes les femmes qui regardent cette vidéo savent pertinemment à quel point le droit à l'IVG est un droit absolument fondamental. Mais il faut que nous on affûte nos arguments, quoi, et qu'on soit prêt à aller travailler sur le terrain quand ça va nous exposer à la tronche en France, que ça va nous exposer à la tronche. Alors déjà, juste avant cette décision-là, l'État d'Oklahoma promulgue une des lois les plus restrictives des États-Unis, puisqu'ils viennent de signer là une loi qui interdit l'IVG après 6 semaines de grossesse, une des lois les plus prohibitives du pays. Alors, pourquoi 6 semaines? Alors 6 semaines, c'est pas anodin. C'est pas un chiffre qu'ils ont pris au hasard. À partir de la 6e semaine, vous avez dans le développement embryonnaire, alors on parle d'embryon grosso modo pendant les 8 premières semaines du développement. À partir de la 8e, on va parler d'un fœtus. Et il se trouve que autour de la 6e semaine, il y a un développement de premières vésicules neuronales qui vont se former au niveau de la tête du fœtus. C'est ce qui donnera par la suite, bien plus tard, le système nerveux central. Le cerveau, il va se prolonger pour former la moelle épinière, etc. Ça, c'est à peu près à la 6e semaine. Donc c'est pas un hasard s'ils choisissent la 6e semaine, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, voilà, à partir de la 6e semaine, comme il y a potentiellement un système nerveux central, l'embryon est potentiellement en vie. Et donc, on peut plus interrompre la grossesse parce que ce serait le tuer.
Bon voilà, alors malheureusement on n'a pas de réponse définitive à cette question-là. À partir de quel moment l'embryon est en vie, à partir de quel moment le fœtus éventuellement est en vie. Fœtus c'est à peu près à partir de la 8e semaine du 2e mois. Déjà quand j'étais étudiant en faculté de médecine, figurez-vous qu'il y avait déjà cette question-là qui était de se dire qu'est-ce que c'est la vie au sein de l'embryon. Il y a quand même un petit consensus qui existe. Même si tout le monde n'est pas d'accord pour une date, l'un des consensus c'est que tant que les vésicules neuronales n'ont pas accéder à une certaine forme de maturation, ce système nerveux central potentiel ne permet pas de déterminer la vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer d'un embryon qu'il est vivant. Et ça, de toute façon, les conservateurs misogynes l'ont compris. Parce qu'ils parlent rarement de vie, ils parlent de vie potentielle. Et du coup, je voulais vous parler de ça, justement, de la potentialité de la vie. Donc la potentialité de la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion de bioéthique de droite, hein, disons les choses comme elles le sont, qui dit que à partir du moment où si on ne touche plus à rien, l'embryon va se développer et devenir vivant, alors on parle de potentialité de la vie. C'est pour ça que vous avez certaines associations catholiques qui disent qu'à partir du moment où il y a la fécondation, il y a déjà potentialité de la vie. Et donc, on ne pourrait plus intervenir parce que quand on interrompt potentiellement une vie, on crée je sais pas, un homicide, un féminicide, un infanticide, je ne sais pas comment ils le disent. Je ne connais pas leurs éléments de langage. J'imagine qu'ils disent infanticide, mais je ne suis même pas sûr. Alors, concrètement, on ne peut pas répondre avec précision à cette question-là. Chacun va fixer sa morale comme il l'entend par rapport à ça. Mais par contre, ce qui est une certitude, c'est que quand on parle de potentialité de la vie à l'instant T, c'est bien qu'à l'instant T, en fait, la vie, elle est pas encore là dans l'embryon. Et par contre, il y a une autre vie à ce moment-là qui est à prendre en compte, qui n'est pas une vie potentielle, pour le coup. C'est la vie de la mère. Et la vie de la mère, à ce moment-là, prime 1 million de fois plus que la vie d'un embryon dont la vie est encore potentielle. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas encore. Pour moi, potentialité de la vie, c'est une arnaque. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, une vie potentielle en fait. La seule vie qui vaille, c'est la vie de la personne qui est actuellement vivante. Et cette personne-là, c'est la femme. Voilà, elle est actuellement enceinte, j'ai un rayon lumineux sur le visage. Et donc, c'est elle qu'il faut protéger à tout prix. Donc, cette notion de ce débat sur oui, mais à partir de quand en fait l'embryon est vivant et on peut autoriser, moi, me paraît assez superflu. Il est évident qu'à partir du moment où l'enfant, je prends un cas extrême, a déjà 7 mois, bon, voilà, l'enfant est formé, c'est déjà un individu, il a déjà des émotions propres à 7 mois, il a déjà un caractère. les enfants autour de 6-7 mois, voilà, c'est assez facile de savoir s'ils sont plutôt agités dans le ventre, plutôt calmes, etc. Donc là, évidemment, que pour moi, la question est très différente. Et que la question ne se pose pas. Donc j'anticipe tout de suite en fait les hommes de paille, des personnes qui vont dire oui d'accord, mais alors ça veut dire que vous considérez qu'on peut interrompre une vie à 8 mois et demi parce que la mère change d'avis. Non, c'est évidemment pas ce que je dis. Et c'est stupide comme remarque d'ailleurs. Mais à partir du moment où la science est capable de dire, eh ben en fait à 3 mois de grossesse, même s'il y a un développement des vésicules cérébrales, on peut pas encore parler stricto sensu de vie. Moi je ne vois pas en fait au nom de quoi on pourrait se permettre de dire que la vie de cet être potentiel qui n'existe pas réellement encore parce qu'il n'a pas de système central et qu'il n'a pas la possibilité de percevoir sa vie, elle serait plus importante que la vie de la femme, évidemment. Et si on va jusque-là, si on va par là, dans ce cas-là, on interdit la masturbation parce que concrètement, un spermatozoïde, c'est une cellule en vie qui porte un potentiel de vie. C'est-à-dire que voilà, moi je suis très prudent par rapport à cette notion de potentialité de vie. Je trouve que c'est une arnaque misogyne assez dangereuse. Bon, bref. On revient un peu là-dessus parce que il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre pourquoi, en fait, quelle que soit la situation, quel que soit l'âge de l'embryon, à partir du moment où on considère que le système nerveux central ne permet pas d'appeler l'embryon réellement vivant, je serai toujours strictement intégralement pro-avortement, quoi qu'il arrive. On avait vu ce schéma-là, rappelez-vous, dans la vidéo précédente. Vous avez la fécondation qui va se faire à peu près là, dans le pavillon de la trompe, et vous avez du coup la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde là, qui va former un début de cellule œuf qui va venir se loger dans la partie un peu rose claire là, qu'on appelle, ça c'est l'endomètre, la muqueuse de l'endomètre. Et ça va se développer ici, d'accord ? Plus ou moins haut. À partir du moment où il va y avoir un développement embryonnaire et une grossesse, du coup, c'est ici que ça va se passer, d'accord ? Vous allez avoir une poche qui va se former, c'est ici que ça va se passer. Si jamais il y a une interruption volontaire de grossesse, vous avez deux moyens en fait pour l'interrompre. Le premier moyen, c'est un moyen chirurgical.
qui est relativement simple, qui consiste à envoyer sous anesthésie générale la plupart du temps un produit qui va dilater un petit peu le col ici de l'utérus, et ensuite de créer une aspiration ici, une aspiration de la cellule œuf pour la faire simplement sortir. Donc ça, c'est la méthode chirurgicale pour avorter. La méthode médicamenteuse, elle se fait en 2 temps. Elle va consister à prendre un médicament qui va interrompre le développement de l'embryon, ou du fœtus, de l'embryon en l'occurrence, pardon. Et un deuxième médicament qui va, comment le dire sans trop le vulgariser, provoquer des règles, voilà, pour pouvoir l'expulser. Je vulgarise un petit peu, mais c'est un petit peu l'idée. Bien, donc ça, ce sont les 2 méthodes pour avorter aujourd'hui en France. Ces 2 méthodes, elles sont plus ou moins sans danger. Il y a des effets secondaires, il peut y avoir des catastrophes bien sûr pendant une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit. Mais la plupart du temps, elles sont réalisées dans de très bonnes conditions, elles sont réalisées par des professionnels qui savent exactement ce qu'ils font, qui ont une équipe médicale si jamais il y avait quoi que ce soit, avec une possibilité de suivi du patient. Les conséquences psychologiques parfois sont très importantes chez certaines femmes qui avortent, parfois elles le sont un petit peu moins, ça dépend énormément de l'histoire de la personne. Mais voilà, ce que je veux vous dire en précisant ça, c'est que bien sûr qu'il y a des effets secondaires à ces interventions-là. C'est des effets secondaires qui sont ce que nous on appelle contenus, c'est-à-dire qu'en fait on peut agir dessus. Si demain vous interdisez l'avortement, où est-ce que je veux en venir ? Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, les femmes, elles vont utiliser des objets, des cintres. Ça a beaucoup été utilisé, qu'elles vont elles-mêmes insérer en fait par la vulve pour aller essayer de gratter ici l'embryon. Je suis désolé pour mes propos, mais si vous êtes anti-avortement, il faut que vous sachiez ce que vous faites. Et elles vont se faire avorter elles-mêmes. Et ça, c'est risqué. Et ça, c'est très dangereux parce que du coup, quand on rentre un appareil dans un orifice du corps qui n'est pas parfaitement stérilisé, présente un risque assez important d'infection, de septicémie, etc. Et donc, d'un point de vue, on va dire, strictement sanitaire, empêcher les femmes d'avorter n'a absolument aucun sens, d'accord ? Les personnes qui vous disent « oui, mais moi je suis pro-life », non, ils sont pas pro-life, ils sont anti-femmes, ces gens-là. Partir du principe qu'un embryon qui n'est pas encore vivant, c'est pour ça que je parlais de potentialité de la vie tout à l'heure, je voulais vraiment vous introduire ce phénomène en disant « oui, mais l'embryon potentiel a une valeur plus importante qu'une femme réelle », je sais pas comment vous appelez ça autrement que de la pure misogynie, quoi. Du coup, voilà, faisons bien attention. Non, on n'interrompt pas une vie. Il y a un potentiel de vie, exactement comme il y a un potentiel de vie dans une ovule, dans un spermatozoïde. Mais alors dans ce cas-là, les hommes ne se masturbent pas, et on interdit aux femmes de pas essayer d'avoir des enfants à chaque ovulation, parce que sinon il y a une ovule qui disparaît, et donc un potentiel de vie qui disparaît. Non, vous voyez, cette notion de potentiel de vie, même si elle paraît séduisante à l'esprit, c'est une arnaque misogyne assez dangereuse. Dans les conditions, de toute façon, les femmes avorteront si elles ont besoin d'avorter. Pour 1000 raisons, ne rentrez pas dans le débat, les hommes, de oui, mais pourquoi les femmes avortent ? Ça ne regarde pas. Ne rentrons pas dans le débat de ouais, moi, l'avortement, je suis seulement d'accord s'il peut y avoir un viol. Non, en fait, ça ne regarde pas. On n'a pas à poser la question à une femme qui veut accéder à l'avortement de pourquoi elle a besoin d'avorter. D'accord ? Ça c'est pas notre problème. Il y a 1000 raisons qui font qu'on pourrait ne pas souhaiter avoir d'enfant. Et petite précision quand même, si on était fichu de respecter les femmes dans cette société, si on était fichu de mettre correctement des préservatifs, si on était fichu d'accéder aux contraceptions masculines qui existent et qui fonctionnent plutôt bien, vasectomie et compagnie, les femmes elles tomberaient pas enceintes par accident, d'accord ? Parce que quand on dit qu'il y a eu une femme qui est tombée enceinte par accident, l'accident il porte un nom, d'accord ? Et le nom c'est l'homme. Donc non seulement les hommes sont les premiers responsables évidemment de ces grossesses malheureuses qui aboutissent à des avortements, mais en plus de ça, ce sont des hommes qui prennent des décisions, qui font voter des lois pour empêcher les femmes d'avoir accès à ce même avortement. Donc on va se remettre un peu dans le contexte, on va arrêter le délire, on va soutenir simplement un droit qui est fondamental, qui n'aurait jamais dû être remis en question nulle part. Ça va arriver en France, préparez-vous, j'en suis absolument convaincu. La parole se libère autour de absolument toutes les idées, y compris les idées les plus misogynes, les plus radicales qui puissent exister, donc voilà, on fait attention. J'espère que cette petite démonstration aura fait du bien aux hommes qui regardent cette vidéo. Si vous avez des questions sur comment fonctionnent les grossesses, le développement embryonnaire, l'avortement, etc., les hommes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Vous voyez bien que je suis de bonne volonté et que je réponds à chaque fois que vous m'envoyez ce genre de messages. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis pour les autres, pour les femmes qui regardent cette vidéo, je suis désolé de ce qui se passe aux États-Unis. C'est grave, ça a dû vous traumatiser là, cette information.
Bon voilà, on espère que tout le monde va revenir un peu à la raison. Allez, prenez soin de vous.